Salut à vous tous, bienvenue dans le journal La Bande Dessinée. Aujourd'hui, nous avons rendez-vous avec Julien Cachemaille pour sa bande dessinée La course de pirogue. Julien Cachemaille, bonjour. Bonjour Pal. Pour moi, c'est une grande chance de t'avoir, même si on est des amis depuis des années. J'aime beaucoup ton travail et en même temps, toi, tu es écrivain, dessinateur de bande dessinée et scénariste, si je ne me trompe pas. Tu as toutes les casquettes. Pour le moment, j'en ai aucune, mais c'est Ouais. vrai que j'aime bien changer de casquette. C'est vrai. Et j'ai beaucoup aimé, en fait, La course de pirogue. C'est une superbe histoire et en même temps, j'ai envie de dire que c'est deux histoires, l'une dans l'autre, parce qu'on va retrouver Mina et June, qui sont deux enfants qui sont au milieu du paléolithique, et en même temps, on suit Madame Clarier, qui fait les fouilles archéologiques. Et moi, je trouve beau comme tu as travaillé, parce que c'est deux histoires qui sont dans une, parce qu'on passe aussi bien d'un côté de l'histoire que de l'autre, et on vient avec les personnages et avec les objets. C'était ça justement l'idée, parce que donc j'ai été mandaté par l'association Les Amis des Lacustres, qui est à Grandson, pour faire cette BD. Et ils avaient deux envies, c'était non seulement de parler de cette époque, donc c'est le bronze final, c'est à peu près 1000 ans avant Jésus-Christ, mais ils voulaient aussi, avec cette BD, un peu mieux expliquer le travail des archéologues, parce que d'une manière générale, c'est un travail qui n'est pas très connu, mais en plus que tu en parles des lacustres, alors il y a, comme à Grandson, il y a eu en 2017 qui a donné l'idée de cette BD, il y a des fouilles qui se passent, c'est des fouilles terrestres, mais la plupart des découvertes sont sous l'eau, donc c'est extrêmement difficile ou pratiquement impossible pour le public de découvrir le travail des archéologues. Et pourtant, en Suisse, on a des vestiges incroyables des lacustres. Donc, c'était l'idée de parler des deux choses. Et en proposant le scénario, il me semblait que ça pouvait être sympathique de jongler dans ces deux époques. Donc, on a effectivement, comme tu l'as dit, une partie, on va dire, c'est l'histoire fictive qui se passe au temps des lacustres, avec ces deux personnages qui vivent des aventures. Et puis, c'est en même temps ces clins d'œil avec les archéologues et leur travail. C'est marrant parce qu'en fait, ce que j'ai essayé de faire, c'est aussi par exemple, tu parlais de Chun, lui, il cherche des fossiles, donc c'est un peu l'archéologue. Enfin voilà, j'ai essayé de jouer avec ces deux scénarios pour qu'ils se fassent des clins d'œil ou même parfois, pourquoi pas, qu'ils s'intercommuniquent. Hein, parce que finalement, les archéologues, d'une manière indirecte évidemment, mais ils communiquent avec notre passé quand ils trouvent des vestiges. Et moi, ce qui m'a surpris, c'est que tu as fait un travail d'historien, parce qu'on a aussi bien la construction des maisons lacustres. Tu vas expliquer comment en fait, ça se passait aussi bien avec les pilotis, en fait, la construction totale. Et moi, je trouve ça dingue, parce que tu t'es vraiment appuyé sur des faits historiques. Oui, alors c'est ce qui est chouette aussi, c'est que le fait d'avoir demandé à un ignorant comme moi du thème, c'était peut-être la meilleure façon de vulgariser toutes les connaissances que les archéologues ont sur le sujet. Mais j'ai dû faire deux travaux. D'abord, j'ai dû nettoyer ma tête parce que le mythe lacustre, comme on dit, hein, avec les héros barbus et barbares sur leur pirogue et qui vivent sur les pilotis, en théorie, on sait que c'est plus comme ça, mais j'ai remarqué en tout cas moi que les images étaient encore très très présentes dans ma tête. On sait bien comment fonctionne le cerveau. Hein. Quand j'étais à l'école, on nous a montré ces images, on a dit c'est surtout pas comme ça. Finalement, c'est ces images qu'on garde. Hein. Donc d'abord, j'ai dû faire un bon nettoyage, mais j'ai été beaucoup aidé par les archéologues qui m'ont soutenu dans le projet. Donc il y a par exemple Fabien Langenegger qui est non seulement dendrochronologue, donc c'est-à-dire s'occuper de la datation des arbres, et il est aussi spécialiste des fouilles lacustres, des fouilles archéologiques. Elena Wiesert, elle était à la fouille de Grandson en 2017, et d'autres personnes, je ne vais pas nommer tout le monde ici, mais c'est grâce à eux que j'ai pu vraiment plonger, pas sous l'eau, mais dans les publications, dans les connaissances, et c'est vrai que c'est passionnant, c'est incroyable le nombre, parce qu'on trouve facilement des vestiges de très bonne qualité, parce que sous l'eau, ça se conserve beaucoup mieux qu'en milieu terrestre. Donc on trouve des trucs incroyables, par exemple
des fonds de corbeille pratiquement en très bon état, alors qu'on ne peut pas trouver ça dans la terre, ça ne se conserve pas si bien. Est-ce que toi, tu as plongé avec les archéologues pour voir comment ça se passait dessous, en fait, sous le lac? Je suis allé sur leur bateau, mais plonger, non, parce qu'il faut quand même avoir un petit peu... Enfin, j'aurais dû faire une formation basique de plongée avant de pouvoir y aller. Ouais. Et puis, bon, j'aurais pu plonger comme ça, nager, mais c'était pas la bonne époque de l'année où je suis allé, parce que en général, c'est pas l'été qui font les fouilles. L'endroit où je suis allé, c'était au bout du lac de Neuchâtel, donc vers l'Athènes. Et l'été, c'est un endroit très touristique, il y a beaucoup de bateaux de plaisance, donc c'est pas le moment qu'ils font les fouilles. Ils font plutôt à l'automne. Donc, c'est pas très profond, par contre, je pouvais bien voir, ça c'est chouette. Parce que bah ouais, les lacustres, ils vivaient au bord du lac, hein, donc à moins que ce soit une pirogue qui est coulée plus loin, les vestiges sont pas très distants du bord, mais ils sont quand même, ils sont quand même sous l'eau, quoi. Donc là, j'ai pas plongé, non. C'était trop froid. Mais c'est Bon, vrai que eux, ils ont des combinaisons étanches et tout, hein. Mais ce qui est génial, c'est qu'en même temps, on retrouve, avec les historiens, avec ta bande dessinée, on retrouve la pirogue au fond de l'eau. Et après, il y a toute l'histoire qui se fait aussi. Et c'est vrai que c'est magique parce que, en fait, on a une histoire à travers l'histoire. Oui, ben, c'est ça, parce que, disons, la BD, c'est un moyen incroyable. Moi, j'ai encore pas, j'ai encore beaucoup à découvrir. Je trouve que c'est fascinant ce qu'on peut faire avec la bande dessinée. Et c'est reconnu comme un excellent moyen de vulgarisation scientifique maintenant, hein, heureusement. Mais c'est aussi ça qui est chouette, c'est qu'on peut parler de science tout en rendant attrayant, dans une histoire sympathique, avec des personnages, avec des rebondissements. C'est ça que j'ai essayé de faire. J'ai eu beaucoup de plaisir, j'avoue. Et c'est vrai, pour moi qui suis un passionné d'histoire, de se replonger avec toi, aussi bien au Lituanium, aussi bien au musée de Rumilly à Lausanne, c'est vrai que ça nous ouvre d'autres portes qu'on ne connaissait pas forcément. Et quand tu vas, j'ai pu aller dans un laboratoire où ils reconstituaient les vestiges de céramique. Eh ben, il faut avoir une sacrée patience, hein, C'est des vrais puzzles. pour quand tu vois tous ces petits morceaux, ils réussissent encore à trouver lequel va avec lequel et à reconstituer des objets, c'est incroyable. Mais ça, dans ta bande dessinée, c'est magique parce que tu expliques ça, parce qu'en même temps, c'est la grand-maman du néolithique qui fait ses poteries, et après, on retrouve des bouts de poterie quand on vit maintenant. Et c'est vrai que je trouve que ça fait un beaucoup plus par rapport à ta BD. Je trouve que c'est une BD qui est très didactique, qui peut être lue en fait par aussi bien les enfants que les parents. Je trouve qu'elle devrait être lue dans les écoles. En même temps, ça fait un plus par rapport à tout ce qui se passe maintenant. C'était aussi l'idée de l'association Les Amis des Lacustres, c'était parce qu'il y a des enseignants dans le comité. Moi-même, j'étais enseignant il y a déjà fort longtemps. D'ailleurs, je ne sais pas si toi tu te souviens à l'époque que tu allais à l'école, mais moi j'ai bien le souvenir qu'on avait étudié la préhistoire et tout ça, mais les lacustres, j'ai pratiquement aucun souvenir. En soi, c'est que j'ai une mauvaise mémoire, mais comme j'ai été moi-même prof et que j'ai dû enseigner cette période, moi je sais qu'on n'avait pratiquement pas de matériel. Donc c'était aussi l'idée de créer une BD qui soit pas seulement intéressante pour les adultes, mais aussi pour, on va dire, à partir de 10-12 ans. Hein, c'est à cet âge-là aussi qu'on étudie l'histoire. Donc, c'est aussi imaginé pour que ce soit utilisable dans les écoles. D'ailleurs, c'est Cézanne Marel, dans son discours qu'elle a fait au vernissage, elle a bien dit que c'était effectivement une BD qui correspondait à ce que le corps enseignant pouvait avoir besoin. Et toi, tu es d'Yvenon, donc tu es assez proche de Châtel, et c'est pour ça que ça t'a en plus aidé à travailler cette bande dessinée. Tu es proche du lac. C'est vrai qu'à Yvenon, en plus, il y a un site, hein, lacustre, qui est assez bien caché là, dans les roseaux. Moi, je suis comme toi aussi un passionné d'histoire, donc c'est vrai que en plus de se dire, on a ça, c'est des gens qui ont vécu où moi je vis aujourd'hui, c'est d'autant plus vivant pour moi, tu vois, de me dire, je vais me promener au bord du lac, je peux, voilà, c'était leur univers, mais c'était un peu différent, mais enfin, c'est quand même ici. Donc c'est sûr que ça m'a beaucoup plus c'était beaucoup plus facile de me plonger dans l'atmosphère aussi pour faire un peu des ambiances de bord du lac qui correspondent
parce que j'habite dans la même région. Donc c'est sûr que ça m'a aussi motivé à me plonger dans le sujet. Et quand même 110 pages. Ça veut dire que tu aurais pu te faire 2 volumes, mais tu as fait un superbe volume de 110 pages. Oui, c'était pas l'idée de départ. Hein. Non. L'idée de départ, c'était justement de faire 48 pages. Mais très rapidement, on s'est rendu compte que ça allait être un petit peu avorté, quoi, un petit peu du gaspillage de faire une BD. Comme tu dis, il y a 2 histoires dedans. Ouais. En plus, il y a des encarts plus explicatifs, hein, qui ont été écrits par les différents archéologues qui ont participé, les différents spécialistes. Donc très vite, moi je me suis dit, faire un scénario avec 2 scénarios en un, plus ces encarts, en 48 pages, ça sera vraiment dommage. Donc moi c'était un peu difficile après pour trouver le financement, mais en même temps je suis quand même content je suis content qu'on se soit donné la liberté de faire un projet vraiment accompli, bien, vraiment épanoui, quoi. Ça aurait été dommage sinon. Et ma dernière question, est-ce que tu es sur un nouveau projet? Oh oui, des projets, ça manque pas. Bon, d'abord, j'ai mes 2 séries personnelles. Hein. C'est Frida, c'est l'ado du Nord Vaudois. Ça se passe en 1989. Il y a déjà 3 tomes qui sont parus. Et là, j'aimerais bien pouvoir continuer le 4e, qui est déjà commencé, mais il y a vraiment un tout petit peu. Et mon héroïne du Nord, Flink, la fille de l'Arctique. Alors j'avais déjà commencé le tome 2, puis j'ai un ami avec qui j'ai travaillé sur scène, Martin Ferron. Il est québécois, mais il vit en France. Et il a un projet, il aimerait l'intégrer dans son projet de spectacle avec musique super. et tout. Donc ça, c'est un truc absolument génial. Il a déjà fait les musiques. Il m'a envoyé. Et maintenant, je suis dans la phase où je dois réfléchir, trouver un peu les images qui vont correspondre à certaines pièces. Mais je trouve ça, ouais, c'est génial. Moi, c'est un petit peu mon rêve. Hein. Enfin, quand on dessine, je trouve que la BD, c'est déjà un moyen qui permet d'exploiter plusieurs facettes. Il y a de l'écrit, il y a du texte. Une planche, c'est en même temps une image en soi, mais il manque la musique. Hein. Alors, pouvoir faire ça avec mon ami Martin Ferrand, qui est aussi compositeur, metteur en scène et tout ça, c'est comme si je pouvais magique. avec lui faire quelque chose que je pourrais pas faire tout seul. Moi je joue un peu de piano, un peu d'accordéon, tout ça, mais pour que ce soit de la musique bien, il faut quand même quelqu'un qui sache y faire. Alors super, je te remercie beaucoup d'avoir accordé du temps. Merci à toi, Paul. C'était vraiment sympa de me contacter. Et puis bon, plaisir de se revoir en live. Oui, j'espère bien. Ciao. Bonne journée, ça m'a fait plaisir. Moi aussi. Ciao, Ciao.